Merci beaucoup. Petit problème technique. Non, c'est bon, fait l'installation, c'est parfait. Merci. Bon, je sais que vous avez tous faim, je suis vraiment désolée de vous imposer cette souffrance. Ne m'en veuillez pas trop. J'essaierai d'aller vite. Alors, donc oui, je vais commencer en fait moi par vous passer 2 brefs extraits qui sont des exemples de ce sur quoi a porté ma réflexion pour ce colloque, à savoir la question du statut de l'ellipse dans quelques séries semi-feuilletonnantes formulaires. Alors, ce sont des extraits de 2 des séries principales dont je parlerai aujourd'hui. J'évoquerai très brièvement d'autres exemples, mais je vais me concentrer essentiellement sur ceux-là, à savoir The Pretender. Et ici, ce sera l'extrait de l'épisode 1.4 qui s'appelle Curious Jared, diffusé en 97. Et puis Angel. Et ici, je passerai un extrait de l'épisode 3.1 Hot Throb, diffusé en 2001. Alors, dans les 2 cas, il s'agit de la scène d'ouverture de l'épisode. Vous verrez, donc c'est vraiment les toutes premières images. Alors, pourquoi ces séries-là? Juste, je replace un tout petit peu. Parce qu'en fait, elles ne font pas que présenter l'ellipse qui va m'intéresser dans cette communication, elles la problématisent. Elles en font en fait un des cœurs de leur fonctionnement. Et donc, je vais vous présenter très rapidement ces séries, parce que je ne sais pas si vous savez très bien de quoi ça parle. Donc, The Pretender, le caméléon en français, raconte l'histoire d'un génie qui a été enlevé à sa famille et élevé dans une institution qui s'appelle le Centre. Et un jour, il s'enfuit après avoir découvert que les simulations qu'on lui faisait faire ont été utilisées par le Centre à des fins assez peu louables. Et donc, il va utiliser ses capacités pour aider des gens sur sa route. Et aussi, il cherche à savoir qui il est et à retrouver sa famille. Pendant ce temps-là, il est poursuivi par une équipe du Centre. Et ce sera justement ça qui va être au centre de l'extrait que je vais vous montrer. Pour ce qui est d'Angel, donc Angel, c'est la spin-off de Buffy, qui tourne autour donc, du personnage éponyme. C'est un vampire qui a une âme et qui essaie de se racheter en aidant des gens. Et donc, il va monter à cette fin une sorte d'agence de détective qui s'appelle Angel Investigations à Los Angeles. Alors, je vous montre juste mes 2 petits extraits et puis ensuite, je vais essayer de les commenter. Donc, dans Angel, vous avez cet épisode qui commence là où il devrait normalement finir, lorsque les protagonistes ont combattu la créature et qu'ils reviennent à leur agence. Sauf que ce combat, nous ne le verrons jamais. Il a eu lieu littéralement entre les 2 épisodes. Et c'est un motif qui va... Alors, c'est pas systématique dans Angel, mais on a plusieurs scènes de ce type qui sont reprises dans la série. À l'inverse, dans The Pretender, ce type de séquence est complètement systématique et intégré en fait dans la formule de la série. L'épisode ici s'ouvre non pas sur Jared, mais sur Miss Parker et ses acolytes qui le poursuivent et qui trouvent le lieu où il est resté précédemment. Mais attention, non pas dans l'épisode d'avant, mais bien dans une des missions qu'il a accomplies entre les 2 épisodes et que là aussi, nous ne verrons jamais. Et ça, c'est vraiment un motif absolument structurant de la série qui est présent dans chacun des épisodes de The Pretender, ou presque. Puisqu'en fait, le Centre a littéralement toujours un temps de retard sur Jared. Dans les 2 cas, il reste donc des traces, la fatigue, les armes à nettoyer, les visages sales dans Angel, les livres et le récit du personnage dans The Pretender. Ce sont des traces en fait d'histoire qui auraient pu nous être montrées, mais dont nous ne saurons rien de plus. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est qu'il n'y a pas seulement, bien sûr, un intervalle dans la diffusion des épisodes, il y a un intervalle dans la diégèse, une ellipse, et dont l'existence ici est soulignée par un jeu sur la présence-absence, qui est celle des traces. Or, cette ellipse, elle est inhérente, je pense, au type de narration sérielle à laquelle appartiennent ces 2 séries, ce que moi j'appelle le semi-feuilletonnant formulaire. C'est-à-dire en fait des séries qui ont pour caractéristique d'allier des intrigues bouclées par épisode, mais des intrigues qui présentent toujours la même construction narrative, c'est-à-dire par exemple le patient de la semaine, l'enquête de la semaine, etc. Mais donc par exemple, si vous êtes dans une série médicale, le patient de la semaine, ça implique qu'il y a l'étape de découverte des symptômes, le diagnostic, éventuellement une erreur de diagnostic, etc. Et puis le traitement du patient. Dans le cas qui nous intéresse ici, vous avez en fait une personne qui est victime d'un phénomène surnaturel et les personnages d'Angel vont devoir l'aider. Et pour The Pretender, là aussi, vous avez une personne à aider pour Jared. Mais alors ça, c'est vraiment un résumé extrêmement simplificateur de la formule de The Pretender, puisque c'est probablement la formule la plus sophistiquée que je connaisse dans des séries de ce type. Donc si vous voulez que je revienne là-dessus, j'y reviendrai, mais on n'a pas le temps d'expliquer. Elle est beaucoup trop complexe. Donc vous avez des éléments comme ça d'intrigue bouclée par épisode qui présentent toujours la même construction narrative, et en même temps des éléments feuilletonnants développés sur le long terme de la saison ou de la série. Alors, soit en termes d'intrigue, ce que donc, Florent appelait intrigue macroscopique hier, soit de développement des personnages, soit de construction de la mythologie. Alors,
Ce sont des séries donc telles que X-Files, Ally McBeal, Buffy, etc. Alors moi, je distingue cette forme de ce que j'appelle les semi-feuilletonnantes épisodiques, qui sont comme Lost, par exemple. Lost, c'est un bon exemple de ce type de série. Je reviendrai sur la différence entre les deux, parce que c'est justement à partir de cette distinction que j'aimerais travailler sur la question de l'ellipse. Il me semble en fait que ces séries semi-feuilletonnantes formulaires, et en particulier Angel ou The Pretender, qui le font de manière explicite et problématisée, travaillent un hors-champ, qui est constitué en fait par toutes les histoires qui sont situées dans les ellipses entre deux épisodes et qui ne sont pas seulement en puissance parce qu'elles existent pour les personnages et nous en avons parfois même les traces comme on vient de le voir, mais simplement elles ne nous sont pas montrées ni même racontées. Donc ainsi dans ces séries, les épisodes opèrent des sélections de cas dans le quotidien de leurs personnages, qui en est une succession ininterrompue. Et il me semble que cette configuration spécifique fait que dans les séries semi-feuilletonnantes formulaires, ce qui n'est pas montré, le hors-champ, est presque aussi important que ce qui l'est. On a tendance à penser que le formulaire réduit l'espace dans lequel peut se construire une série, parce qu'il lui impose un cadre strict, ce qui est vrai. Mais à ce niveau d'analyse, à l'inverse, je pense que c'est dans la continuité du semi-feuilletonnant épisodique qu'il existe moins d'espace narratif entre les épisodes. Non pas qu'il ne puisse pas y avoir d'ellipses, il y en a souvent, mais elles ne sont pas de même nature que celles que je viens de décrire. L'ellipse ici est obligatoire, parce que la formule correspond au quotidien des personnages, littéralement le plus souvent à leur travail, et elle relève du coup de leur ordinaire. C'est bien ce que commentent en fait les personnages d'Angel dans l'extrait que je vous ai montré. Ils n'ont littéralement pas de vie en dehors de ce qu'ils font, et c'est donc leur mission toujours renouvelée qui donne du sens à leur vie. Alors, plus encore, Angel se construit même sur l'idée d'une contestation du feuilletonnant, entendu comme grand récit, qui est notamment représenté dans la série par la question des prophéties. Le propos de Angel, c'est que en fait, le mal est partout en chacun de nous, et qu'il ne peut donc pas être anéanti dans une dernière grande bataille. Et que de même, il ne peut pas y avoir de rédemption, c'est vraiment la thématique fondamentale du personnage d'Angel, il ne peut pas y avoir de rédemption entendue comme une récompense finale dans un récit téléologique. Il s'agit d'un combat qui est chaque jour renouvelé et sans fin, d'abord contre le mal qui est en nous et ensuite contre le mal que l'on rencontre. C'est justement tout l'itinéraire du personnage d'Angel et aussi de l'itinéraire du personnage de Faith, pour ceux qui connaissent un peu cet univers. Donc le plus important, c'est bien chaque cas que traite Angel Investigation, c'est-à-dire chaque personne qu'ils aident. C'est-à-dire, in fine, la formule, en fait. Lorsque les personnages perdent de vue ces missions et qu'ils se recentrent uniquement sur des éléments feuilletonnants les concernant, c'est littéralement une catastrophe dans la série. C'est le cas notamment dans la saison 4, qui est la plus feuilletonnante de toutes, et qui mène à une des situations les plus apocalyptiques jamais rencontrées par les personnages dans la série. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est donc la saison de Jasmine. C'est vraiment une catastrophe. Donc, en fait, c'est ce quotidien, to help the helpless, c'est le slogan en fait de Angel Investigations, qui est présenté comme étant le plus important. Et plus exactement, chaque cas est aussi important l'un que l'autre. Ce qui donne un statut fondamental aux cas qui s'inscrivent dans l'ellipse et à l'ellipse elle-même. Précisément dans la saison 4, il n'y a plus d'ellipse, il n'y a plus d'espace pour ces autres auxquels on s'intéresse, l'espace d'un épisode, parce que le récit, justement, se resserre. Mais dans la structure idéologique spécifique que développe Angel, c'est le signe que les personnages sont perdus. Paradoxalement, la contrainte de la formule laisse donc ici du jeu dans le récit qui permet de suggérer une multitude d'histoires sans les raconter, tout en montrant leur importance. Alors ce hors-champ, je crois, en particulier dans les séries qui m'intéressent ici, a un lien avec la question des personnages et le rapport à l'autre. Ces séries présentent en principe des personnages qui n'apparaissent donc que lors d'un seul épisode, que l'on apprend à connaître, qui interagissent avec les protagonistes et qui ne reviendront probablement jamais. Ainsi, ces personnages de passage se construisent toujours fondamentalement autour d'une autre forme de hors-champ, de deux invisibles, leur passé et leur avenir. Et dans les semi-feuilletonnantes épisodiques, à l'inverse, on a souvent un groupe de personnages et tout sera centré autour d'eux. Si on change de focalisation d'un épisode à l'autre, c'est pour faire tourner les points de vue au sein de ce groupe premier, mais rarement pour en sortir. Par exemple, dans Lost, chaque épisode se concentre sur un personnage, donc on va notamment explorer les flashbacks, et ainsi combler partiellement ce qui est hors champ au départ, c'est-à-dire le passé d'avant le crash, en tout cas au début de la série, parce qu'après c'est plus compliqué. Donc il s'agit en fait de varier les points de vue, effectivement,
Et par exemple, si on adopte le point de vue d'un personnage qui était resté jusqu'à présent plus en retrait du groupe ou qui est nouveau, c'est pour l'intégrer dans le cercle des protagonistes par ce geste de lui confier la voix d'un épisode. C'est le même fonctionnement dans une autre série semi-feuilletonnante épisodique qui est 13 Reasons Why, par exemple. Tout à fait ce même type de fonctionnement. Mais vous voyez bien qu'ici, il s'agit d'un changement de focalisation qui, bien qu'il fournisse une spécificité à l'épisode qui garantit sa part d'autonomie, contribue également à construire la continuité de la série comme grand récit résultant de l'ensemble des points de vue. Dans les exemples, au contraire, de séries semi-feuilletonnantes formulaires qui m'intéressent, chaque épisode offre une voix à un personnage qui ne deviendra jamais protagoniste et qui passera hors champ dès la fin de l'épisode. Donc le statut de ce personnage secondaire, mais c'est plus que secondaire, est littéralement celui d'une guest star. C'est-à-dire qu'il devient la star temporaire de son propre épisode, alors même qu'on ne le connaissait pas avant et qu'on ne le reverra plus après. C'est le principe, par exemple, des patients de ER. J'avais commenté cet aspect dans une autre communication. Je disais que bien souvent, ce dont on se souvient le plus dans ER, ce sont des patients. Des patients que l'on voit justement un seul épisode, mais dont l'histoire nous a particulièrement marqués. Et justement, dans ER, c'est précisément un espace pour des guest stars au sens habituel du terme. Il y a énormément d'acteurs connus qui ont interprété juste un patient. Pourquoi ? Parce que la structure de la série offre justement un espace de jeu important pour ces guest stars, et parce que ça redouble en fait cette idée que le patient est précisément au centre de l'attention des protagonistes, mais aussi des spectateurs. Donc cette question du personnage secondaire, elle se retrouve aussi dans bien d'autres séries. Par exemple, les accusés que défendent les avocats dans The Practice. On se souvient particulièrement, par exemple, de ce condamné à mort dans l'épisode qui lui est consacré. C'est aussi le principe des gens qui sont aidés par Jared dans The Pretender. Alors bien sûr, il y a plein de variations possibles autour de ce schéma de fonctionnement et toutes les séries semi-feuilletonnantes formulaires ne mettent pas autant au centre ce personnage secondaire, cet autre, que celle que je suis en train d'évoquer. Mais ce qui me paraît intéressant dans les exemples que je choisis là, c'est que ça introduit une réflexion justement sur le rapport à l'autre et sur la question de l'empathie. Ces séries, en fait, elles sont fondées sur la question de la rencontre avec l'autre. Alors, c'était déjà, à mon avis, quelque chose qui était problématisé, par exemple, par Quantum Leap. Si vous vous souvenez dans Code Quantum, où le moment du départ de Sam est parfois vraiment un moment de déchirement en raison de l'attachement qui a été construit envers ces personnages de passage. En plus, c'est une série qui est très intéressante pour ce que je suis en train de dire, parce que, si vous vous en souvenez aussi, Quantum Leap, il y a une ellipse aussi. En fait, chaque épisode de Quantum Leap se termine par une transmutation de Sam dans un autre corps pour quelques secondes avant le générique. Et plongé dans cette situation, c'est toujours le même type de scène. Il se retrouve dans une situation invraisemblable et puis il finit toujours par dire « Oh boy !» Voilà, « Oh bravo » en français. Donc voilà, donc cette scène de fin, justement, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas toujours le début de l'épisode suivant. Il y a des scènes qui correspondent à des missions que l'on ne verra jamais, qui précisément se situent dans cette ellipse dont je parle. Donc déjà, on a ce phénomène-là. Et donc Quantum Leap, pour resituer, c'est 89-93. Donc on est déjà bien avant ça. Donc pour en revenir aux personnages, on découvre toujours ces personnes in medias res, donc généralement dans une situation compliquée de détresse, et ils surgissent littéralement dans la vie des protagonistes et dans la série pour le spectateur. Et donc c'est ce rapport aux personnages secondaires guest star qui fait en fait en partie l'autonomie de l'épisode dans ce modèle narratif, mais c'est aussi ce statut qui porte le propos de ces séries. Parce que même si ces personnages surgissent et disparaissent, ne sont que de passage, ils sont vraiment l'enjeu dramatique de l'épisode pour les protagonistes. Il s'agit de connaître leur situation, en tout cas suffisamment pour les aider notamment. Toutes ces séries, comme je l'ai dit, sont des séries professionnelles ou assimilées. Donc, par exemple, si on prend l'exemple de Supernatural, c'est pas vraiment leur travail, mais enfin leur motto c'est quand même Saving People, Hunting Things, Family Business. Donc c'est quand même apparenté à leur travail. Pour Jared, c'est effectivement pas un travail non plus, mais il endosse systématiquement une identité professionnelle qui renvoie justement à des codes d'autres séries professionnelles, donc médicales, etc. Donc, en fait, ce qui rythme le quotidien, pour eux, c'est bien cette attention à l'autre qui est systématiquement renouvelée. Il y a un épisode de The Pretender qui me semble vraiment expliciter spécifiquement cet enjeu, qui est un épisode centré sur Angelo, qui est l'un des personnages, alors pour le coup secondaire, mais récurrent de la série. Cet épisode est une sorte de réécriture, en fait, des Fleurs pour Algernon, pour ceux qui connaissent ce roman. Puisqu'en fait, dans cet épisode, il y a un petit garçon qui a subi le même traitement qu'Angelo. Donc nous ne l'avions jamais vu auparavant et nous ne le reverrons jamais. Et l'ensemble de l'épisode est fondé sur le fait qu'Angelo pourrait guérir grâce à un médicament qu'on peut lui injecter. Petit à petit, donc, sa situation s'améliore, mais in fine, il sacrifie son propre bien-être
pour que le petit garçon, lui, puisse guérir. Donc c'est bien évidemment totalement tragique, mais ce qui me semble intéressant, c'est que c'est vraiment symbolique de la structure de The Pretender, puisque, et on pourrait faire d'ailleurs la même remarque sur Angel, tout à fait le même type de structure, c'est bien le protagoniste qui se sacrifie pour le personnage secondaire auquel, si vous voulez, le spectateur n'est pas autant attaché à lui, parce que justement il vient d'arriver et puis on le reverra plus après. Mais la narration lui donne une importance affective tout à fait fondamentale. En plus, ce qui est intéressant, c'est que souvent, justement, dans ces types de séries, il s'agit justement de reconstituer le hors-champ, de contextualiser la situation de la personne, justement, pour pouvoir résoudre l'enquête, pour identifier la créature, pour bien diagnostiquer le patient, etc. Donc, il y a cette démarche de contextualiser très rapidement quelque chose qui surgit d'un hors-champ. Donc, in fine, cette construction est assez ouverte, précisément parce qu'elle peut potentiellement accueillir une infinité d'histoires. Et de fait, tellement d'histoires qu'on ne peut pas toutes les raconter, d'où l'ellipse. Et l'ellipse, c'est donc la conséquence et le signe de cette structure ouverte. On aurait pu raconter d'autres choses que celles sur lesquelles on s'est attardé. Donc l'ellipse souligne le fait que chaque personne peut potentiellement avoir son épisode, que chaque personne est fondamentale. Alors vous allez me dire, oui, mais justement, il y a une sélection qui est faite. Mais comme le discours de ces séries est constamment de souligner l'importance de chaque personne que l'on croise, forcément on est amené à penser que c'est la même chose avec ces histoires qui ne sont pas racontées. Et même, c'est particulièrement sensible justement dans The Pretender ou dans Angel. En fait, ces histoires-là, elles contribuent aussi, même celles qui ne sont pas racontées, à faire évoluer les personnages dans le temps où on ne les voit pas. Ça invite du coup à repenser, je pense, la question du feuilletonnant, parce que le personnage n'évolue pas nécessairement grâce à l'intrigue macroscopique, comme dit Florent, mais aussi à tous ceux qu'il croise dans son quotidien. Et du coup, l'évolution du personnage se fait aussi dans ces interstices qu'on ne voit pas. Donc ce n'est pas parce qu'il n'y a pas, par exemple, d'avancée de l'intrigue macroscopique de la saison qu'il n'y a pas de feuilletonnant. Il peut y avoir du feuilletonnant en termes de construction du personnage ou de construction de la mythologie. Et sur la notion de mythologie, là je renvoie aux travaux de Florent, dans ce qu'il nous a dit hier, mais surtout à son livre « Écrire une série » où il explique bien tout ça. Donc il y a un travail de construction du personnage par une sorte de travail de sérialité sur le quotidien, en fait, qui à mon avis est très important dans beaucoup de ces séries. Donc en fait, j'essaie de travailler ces séries pour comprendre comment leur structure, à chaque fois spécifique, tire parti des contraintes de la forme dans lesquelles elles s'installent pour construire un espace de négociation esthétique et idéologique. Et je pense que dans les cas que je viens d'évoquer, les séries se servent de la question de l'ellipse et du statut des personnages pour développer un certain rapport au monde autour de la question du rapport à l'autre. Cette structure impose l'intrusion constante de nouveaux personnages qui sont autant de rencontres possibles parce qu'ils sont construits non pas comme des ombres qui passent, mais bien comme des personnages qui ont leur vie et leur histoire parce qu'ils existent au-delà de l'épisode, même si on ne les voit pas. De fait, l'ellipse, en laissant de l'espace dans la narration, crée ainsi un hors-champ dans la vie des protagonistes aussi, pas seulement des personnages secondaires, non pas en le désignant comme ce qui n'est pas important, mais au contraire, à mon sens, comme ce qui est tout autant constitutif de leur identité et de leur complexité. Donc cette structure nous propose en tant que spectateurs et spectatrices de venir à la rencontre de ces personnages dont nous ne savons pas tout, mais qui, lorsqu'ils sont à l'écran, nous font le cadeau de nous faire partager un temps leur existence. Je vous remercie. Hier, j'évoquais comment chez Siménon, dans Les Maigret, quand il est question des enquêtes, quand Maigret évoque des anciennes enquêtes, c'est jamais à ma connaissance, c'est jamais des enquêtes qui ont déjà fait l'objet de romans. Et en lien avec ça, je me pose la question si la structure des deux séries que vous évoquiez, ça garantit pas une sorte de, de visionnement non sériel de la série, dans la mesure où on peut regarder à sa guise un épisode d'Angel ou de The Pretender sans manquer de façon complètement autonome. Impossible. D'accord. Impossible. Surtout sur Angel. Impossible. Parce que, pour plein de raisons, enfin, c'est pas du tout, ce sont pas du tout des, c'est pour ça que je parle bien de semi-feuilletonnante formulaire, hein, ce sont pas du tout des séries qui sont destinées à être regardées dans le désordre ou en sautant des épisodes. C'est pas possible. Alors bien sûr, vous pouvez, enfin c'est votre liberté, mais la clairement, série n'encourage pas ça. Ah non, ça n'encourage pas du tout, et surtout vous pouvez, enfin vous comprendrez, vous verrez aucun des enjeux essentiels de la série. Non. Enfin, en tout cas, c'est ma position. Oui, mais quand même, ça correspond à un moment où la télévision de flux reste le modèle dominant de visionnage, et donc on est obligé de programmer le fait que des gens peuvent manquer un épisode. Et que donc cette structure est une structure qui combine
la volonté en effet de construire de la feuilletonisation, mais la possibilité laissée, ce qui est un problème connu. Si c'est totalement impossible, façon Game of Thrones, ça pose vraiment un problème, disons, le public arrête de regarder. Si vous manquez 2 épisodes de Game of Thrones, c'est terminé, vous ne regardez plus. Si vous manquez 2 épisodes de ces séries qui jouent sur les 2 tableaux parce qu'elles sont encore liées à une logique de flux, oui, mais c'est un pis-aller, c'est-à-dire que... Oui, mais c'est quand même lié à la situation médiatique. Oui, non, mais ça, bien sûr. Mais clairement, ce sont pas des... Enfin, je veux dire, la manière dont elles construisent leurs propos, c'est vraiment chacun des épisodes, mais c'est déjà le cas dans X-Files, etc. Si on regarde attentivement, parce que c'est ça la question, c'est qu'en fait, il y a vraiment des éléments qui sont, chaque épisode apporte vraiment des petits éléments. Donc en fait, encore une fois, on peut tout à fait, et bien sûr qu'il y a plein de gens qui les ont regardés de cette manière-là, et bien sûr qu'on est dans des conditions de diffusion qui sont celles-là. Mais in fine, quand on regarde la série, voilà. Oui, mais c'est parce que tu le regardes à partir de la situation actuelle des séries qui tendent à surinvestir la feuilletonisation. Moi, non, parce que plus vieux que toi. Non, mais moi je les ai vus à l'époque, dès 1990. Oui, mais moi je regardais les X-Files avec la logique de Starsky Hutch. Et donc cette dimension de feuilletonisation... Non. Cette dimension de feuilletonisation ne m'intéressait absolument pas. C'est ça le problème. Donc c'est possible. Et il n'y a pas une norme. Il y a une oui, non, mais alors ça, on est d'accord. que tu valorises, mais personnellement, quand je regardais X-Files, la dimension de feuilletonisation n'existait pas pour moi. Ceci dit, X-Files, ça dépend. Même à l'époque. Oui, mais je veux dire, c'est pas un effet. C'est pas un effet de maintenant. Hein. Moi, quand je l'ai regardé à l'époque, dans les années 90, c'était déjà comme ça. Hein. C'était vraiment possible. Mais X-Files, il faut quand même préciser, ça dépendait des épisodes, parce que les épisodes mythologiques, sans suivre la série, on pouvait regarder les Monsters of the Week de façon autonome, à la manière d'un épisode de Twilight Zone. Mais pour ce qui est des épisodes mythologiques, alors là, il fallait suivre tous ces épisodes-là dans l'ordre. Autrement, on ne comprenait rien. Oui, non, éventuellement, il n'y avait rien à comprendre. Je suis d'accord, mais dire en quelque sorte que la lecture feuilletonnante l'emporte sur la lecture autonome, disons. Me paraît valoriser un pôle par rapport à l'autre dans une situation qui était quand même en tension entre 2 pôles de visionnage. Alors attention, justement, je ne valorise pas la lecture feuilletonnante. Hein. C'est pas du tout ce que je viens de faire, justement. Et oui, parce que justement, c'est plutôt les logiques qu'on parlait d'accumulation, etc. C'est pas du tout... Là, ce sont des séries, en particulier Angel, qui justement, comme je l'ai dit, contestent la question du feuilletonnant. Donc à mon avis, c'est pas une lecture feuilletonnante. C'est là, juste dans ta réponse finale. Parce que je pense que je me suis mal exprimée sur la question. C'est plutôt une question justement de l'accumulation. C'est ça qui est plus, à mon avis, intéressant. C'est compliqué à formuler. Hein. Tout ça, voilà, là, par exemple, sur cette question-là, c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille actuellement. Mais faire des typologies sur ce type de choses, c'est très complexe. Ouais. Hélène, tu avais une question. Oui, merci. Alors, avant Maigret, je vais revenir à Conan Doyle. Ouais. Bah oui, vas-y. Je reprends ce que dit Mathieu. Je ne sais pas si c'est le premier à avoir pratiqué ce genre de choses, mais les effets de réelle fiction des nouvelles que Watson évoque au début des nouvelles. Et ils le reprennent dans Sherlock aussi, d'ailleurs. Donc, la question que j'ai, c'est est-ce que tu penses, je pense en particulier à Angel, mais peut-être Pretender aussi, hein, mais est-ce que tu penses que d'une certaine façon, ça peut contribuer dans ces séries-là à construire une dimension mythique du personnage ou des personnages, comme ça a pu le faire avec Sherlock Holmes chez Conan Doyle? C'est une question ouverte, hein, tu n'es pas obligé d'y répondre maintenant, mais je me pose la question. Est-ce que tu crois que ces effets réels, ces ouvertures vers des ellipses mythique me semble pas un terme très pertinent là-dedans. Parce que justement, il y a alors c'est compliqué, hein, la question notamment du positionnement dans Angel, mais il y a un positionnement assez paradoxal qui est notamment anti-épique sur le rapport au personnage. Enfin, il y a tout un travail sur cette question-là. Donc, ce serait difficile de qualifier. Je pense, justement, il y a un rapport à la question du quotidien, justement, la marginalité. Donc, mythique, je suis pas sûre. Je sais pas, il faudrait y réfléchir. Tu donnerais une autre envergure au personnage, tu peux ne pas Tu veux dire après dans l'accumulation de récits le concernant? Tu vois, ça donnerait une autre étoffe
ce personnage. Oui, alors il y a de ça justement dans la représentation du personnage à l'intérieur même de la série, c'est-à-dire que parfois d'autres personnages ont une perception mythique justement de l'ensemble des récits qui ont été faits, de ce qu'ils ont fait avant. Mais généralement c'est un récit c'est une lecture du personnage qui est contestée dans la série même. Parce qu'il ne se perçoit pas comme ça et il ne souhaite pas correspondre à cette conception mythique. Donc je dirais que c'est carrément un discours qui est interrogé à l'intérieur même de la série. Oui, mais quand je te dis mythique, c'est du point de vue des récepteurs. Sherlock, il ne s'est jamais considéré comme mythique. Tu vois ce que je veux dire? Du point de vue des récepteurs, je pense pas que... Non, du point de vue du récepteur, je pense pas. Je pense que ça contribue pas à... Il y a d'autres choses qui peuvent y contribuer, mais à mon avis, pas spécialement cet aspect-là. Enfin, en tout cas, comme ça, j'y ai pas réfléchi, mais il me semble pas. Une dernière question. On peut discuter pendant le déjeuner aussi. Merci pour la communication. Juste deux réflexions. D'abord, la notion d'ellipse par rapport à l'intervalle. Je crois que c'est très intéressant à la poser dans le cadre de ce colloque. Donc, il serait sûrement à creuser. Pour rebondir peut-être sur la question de l'étoffe dont on parlait ici, je crois que la manière dont vous parlez des protagonistes, tantôt vous les appelez personnes, tantôt personnages. Je crois que ça marque bien justement cet effet de défictionnalisation que crée une cohérence on pourrait dire macroscopique peut-être, d'un grand système qui crée vraiment un effet de vraisemblable très, très fort, avec de la cohérence qui fait que les personnages deviennent des personnes, avec une étoffe, avec une consistance. C'est ce que vous avez dit sur les guest stars, sur ces protagonistes qui acquièrent une étoffe et donc comme une existence réelle. Alors, on se souvient par exemple des vieux manuels de scénario pratiques américains qui disaient pour avoir un bon scénario, il faut s'appliquer à créer de l'étoffe autour des personnages, même très secondaires. Oui. C'est la condition de la crédibilité de la fiction. Oui. Dans un sens, effet réel, etc. Je crois qu'il y a quelque chose de ça ici. Oui, tout à fait. Ce type de série dont je parle travaille énormément sur cette question justement de l'étoffe qui est... alors, c'est pas un jugement de valeur, mais je veux dire qui est souvent pas traité justement, en tout cas pas de la même façon, dans des séries qui sont beaucoup plus resserrées ou justement qui sont beaucoup plus feuilletonnantes. Il n'y a pas cet espace du quotidien. Dans des séries comme ça, on va prendre tout un temps pour voir des gens qui se préparent un café, par exemple. Et c'est hyper important dans le rapport au personnage et dans le rapport à la temporalité qu'a le spectateur par rapport au récit. Et ça fait partie justement de cette question d'étoffe. Alors moi, là, j'ai parlé de choses plus, on va dire, plus dramatisées, mais il y a quelque chose aussi de ce rapport-là, en fait, il me semble. Donc oui, je pense que c'est vraiment très important. Ouais.